Il existe quelques par une photo d'une femme montant la garde sur un balcon à Turin en 1944. Elle surveille la rue en contrebas, tandis qu'à l'intérieur de l'appartement de sa mère, des hommes planifient des actions de guerre. Des documents cachés à proximité pourraient faire exécuter tout le monde. Cette femme n'est pas une soldate. C'est une professeure de littérature nommée Freda Milian. Dans quelques mois, elle entrera dans une prison fasciste pour une mission de sauvetage. Elle sera arrêtée, torturée, puis fera quelque chose d'extraordinaire. Elle se teindra les cheveux, prendra une fausse identité et continuera à se battre. Au moment de la libération, cette professeure détiendra le grade de capitaine dans les forces partisanes. L'une des rares femmes à recevoir une telle distinction. Mais ce qui rend son histoire remarquable, c'est ceci. Elle n'a presque pas eu lieu. Ses propres frères lui ont d'abord refusé les secrets de la résistance. Ils pensaient que les femmes ne pouvaient pas garder des informations en sécurité. Ils se trompaient terriblement sur leurs sœurs et sur les 35 000 autres femmes qui se sont battues pour libérer l'Italie du fascisme. Laissez-moi vous ramener au début, car la transformation de Freda n'a pas commencé avec des fusils ou des explosions. Elle a commencé par une crise morale si profonde qu'elle a hospitalisé. Nous sommes en 1938. Freda a 21 ans, fraîchement diplômée en littérature. Elle devrait fêter ça. Au lieu de cela, elle regarde l'Italie promulguer des lois raciales contre les Juifs, voit des voisins disparaître, voit l'injustice devenir politique. Quelque chose en elle se brise. Elle tombe dans une dépression si profonde qu'elle nécessite une hospitalisation. C'est qui est Freda? Quelqu'un dont la conscience est si sensible que le fait d'être témoin de la cruauté la rend physiquement malade. Mais voici le truc avec ce genre de sensibilité morale. Elle peut vous paralyser ou elle peut vous radicaliser. Pour Freda, elle fait les deux. Pendant son hospitalisation, encore trop malade pour agir de manière significative, elle fait quelque chose d'imprudent et de magnifique. Tard dans la nuit, elle prend le téléphone. Elle appelle des familles juives. Les téléphones sont presque certainement sur écoute. Elle le sait. Et pourtant, elle murmure un seul mot. « Scapat !»« Fuyez !» Puis elle raccroche. C'est imprudent, dangereux, stupide selon toute mesure tactique. C'est aussi le premier signe de ce qu'elle devient. Quelqu'un qui ne peut pas rester neutre lorsque la dignité humaine est en jeu. Pour comprendre ce qui se passe ensuite, vous devez comprendre son parcours. Freda est née dans une famille protestante vaudoise. Les Vaudois sont une minorité religieuse avec 700 ans d'histoire de persécution. C'étaient des dissidents qui se sont opposés à l'autorité même lorsque cela leur a tout coûté. Son père était pasteur vaudois. Sa mère, Julia, enseignante. Ils ont voyagé à travers l'Italie en suivant les affectations pastorales, retournant chaque été dans les vallées vaudoises du Piémont, des vallées de montagnes escarpées et boisées qui avaient abrité des rebelles religieux pendant des siècles. Freda a grandi avec des histoires de résistance. C'était dans son sang, mais elle n'a jamais imaginé qu'elle en vivrait une. Puis arrive le 10 juin 1940, le jour où Freda obtient son diplôme de littérature à l'université de Turin. C'est aussi, et ce timing semble presque poétique, le jour exact où l'Italie entre dans la Seconde Guerre mondiale. Sa vie intellectuelle et la catastrophe se heurtent simultanément. Elle devient enseignante, déménage d'abord à Biella où elle est entourée de fascistes enthousiastes et se sent réduite au silence, puis à Suse, puis à Torpellis. Son refus de mal parler des Juifs, ses méthodes d'enseignement libéral livrent des conflits avec les autorités locales. Elle perd son poste d'enseignante avant 1943. Ce qui s'avère être une chance car lorsque l'armistice de l'Italie avec les Alliés a lieu le 8 septembre 1943, lorsque les forces allemandes occupent le pays et que Mussolini établit sa République fantoche, Freda est libre de faire ce pour quoi elle s'est préparée sans le savoir. Elle rejoint la résistance, non pas comme soutien auxiliaire, mais comme combattante. Ses deux frères, Roberto et Gustavo Milian, deviennent commandants partisans dans les vallées vaudoises. Ces vallées, Val Pellis, Val Germanasca, Val d'Angrogna, deviennent certains des premiers centres de résistance organisés en Italie. Des pentes abruptes, des forêts denses, des sentiers de montagne créent un terrain impossible pour les forces allemandes. Ajoutez 7 siècles de tradition de dissidence et vous comprenez pourquoi. Au départ, les frères de Freda l'excluent des opérations. Ils ne font pas confiance à leur sœur avec des secrets. Nous sommes en 1943 en Italie. N'oubliez pas que les femmes sont censées cuisiner, prier, peut-être porter des messages si absolument nécessaires. Des rôles de commandement, des positions de combat, inimaginables. Freda ne discute pas avec eux. Elle commence simplement à travailler. Elle relie Torpellis à la résistance souterraine de Turin, coordonne des réseaux. La maison de sa mère au Corso Galileo Ferrari à Turin devient le centre névralgique du comité directeur du Parti d'Action.
Mère et fille travaillent en équipe. Pendant que le comité se réunit à l'intérieur pour discuter des opérations militaires, Freda monte la garde sur le balcon. Cet espace domestique se transforme en quartier général militaire. L'invisibilité des femmes dans les rôles traditionnels devient une couverture parfaite. Mais Freda ne se contente pas d'être invisible. Elle s'affilie au Partito d'Azione, Parti d'Action, et à sa branche militaire, Justicia e Libertà, Justice et Liberté, l'une des principales formations de la résistance aux côtés des brigades communistes Garibaldi et des groupes catholiques. Et elle développe ce qui deviendra sa contribution emblématique, l'organisation des travailleurs d'usine tout en se cachant à la vue de tous. Imaginez ceci. Une femme habillée en mariée de campagne, avec fleurs et confettis, entre dans les bars populaires de Turin. Un marié différent à chaque fois. Elle semble célébrer son mariage, trinquer, rire. Elle contacte en fait des groupes syndicaux, organise des cellules de résistance, transmet des renseignements militaires. Qui soupçonnerait une mariée joyeuse de transporter des informations classifiées? Le déguisement ingénieux fonctionne à plusieurs reprises. Elle devient connue parmi les partisans pour cette opération, la mariée multimariée. C'est audacieux, théâtral, efficace. Elle entretient des contacts avec des femmes dans les usines de tabac, des organisateurs dans les usines de chaussures, assiste à des assemblées dans des imprimeries. C'est un travail extraordinairement dangereux. Les informateurs fascistes pullulent dans les zones industrielles. Les travailleurs surpris en train de s'organiser risquent l'exécution immédiate. En mars 1944, Freda entreprend une mission qui étonne encore les historiens. Elle se rend à Campo di Fossoli, le camp d'internement près de Carpi. C'est une installation de transit où les prisonniers attendent d'être déportés vers des camps de concentration allemands. Elle y entre volontairement dans le cadre d'une opération humanitaire pour aider les internés. Pensez au courage nécessaire pour entrer dans un centre de détention fasciste. Tout au long de 1944, elle travaille avec Ada Gobetti et Silvia Pons pour cofonder le mouvement des femmes du Parti d'Action. Elles organisent les Volontari della Libertà, volontaires de la liberté, travaillent avec les groupes de défense des femmes pour collecter des vêtements, des médicaments, de la nourriture pour les combattants partisans dans les montagnes. Ces réseaux constituent une opération massive. 70 000 femmes y participent dans toute l'Italie. Et voici ce que personne ne vous dit sur la vie de partisans. Ce n'est pas romantique. Ils opèrent sans base permanente, dormant dans des fermes abandonnées, se déplaçant constamment pour éviter l'encerclement. L'hiver dans les Alpes apporte la neige, des températures glaciales, une nourriture rare. Les forces allemandes ont institué une politique. Tuer 10 Italiens pour chaque Allemand tué par les partisans. Cela conduit à plus de 5000 épisodes de massacres à travers l'Italie. Le massacre des Fosses Ardeatines tue 335 civils en représailles à une bombe partisane. Marzabotto voit 770 civils assassinés. Sant'Anna di Stazzema, 560 villageois, principalement des femmes et des enfants, tués en 3 heures. Les partisans connaissent ces risques. Ils se battent quand même. Puis, septembre 1944 apporte à Freda son plus grand danger de mort. Quelqu'un la dénonce. Qualcuno ha fatto il suo nome. Quelqu'un a donné son nom, disent les archives. Elle est arrêtée à Turin, emprisonnée dans la caserne Alessandro la Marmora de la Via Asti. Ces casernes sont tristement célèbres pour la torture. Les partisanes qui y sont capturées subissent des atrocités indicibles. Sous l'interrogatoire des autorités fascistes, Freda refuse de révéler des informations sur ses camarades ou ses opérations. Elle est libérée grâce à un échange de prisonniers entre les partisans et les forces fascistes. La résistance donne la priorité à la récupération des combattants capturés. Elle est censée se présenter à la caserne comme requis. Elle ne le fait jamais. Au lieu de cela, elle entre complètement dans la clandestinité, disparaît, prend une fausse identité, continue de travailler clandestinement dans les usines. Cet acte de défi, ce refus de se rendre même après la torture, élève son statut au sein de la résistance. Elle est promue au rang de dirigeante à niveau de direction et se voit confier la responsabilité de coordonner les comités de femmes dans plusieurs usines. C'est une reconnaissance exceptionnelle pour une femme, alors que la plupart ont dû attendre la chute du fascisme pour participer à la prise de décision. Sa philosophie guide ses actions. Le général ne peut pas rester à l'arrière, il doit être en première ligne. Elle vit ce principe au quotidien. Mars 1945 apporte un autre moment de courage et de vivacité d'esprit. 2 ouvrières sont tuées par des fascistes. Freda organise une manifestation de femmes déguisées en participant à des funérailles. Portant des fleurs, elles infiltrent une autre procession funéraire pour honorer les victimes. La police fasciste tente de l'arrêter.
Elle met rapidement un foulard, se glisse dans la foule, attrape une jeune inconnue et l'embrasse en lui chuchotant « Dice sei mia figlia ». Allez, dis que tu es ma fille. La ruse fonctionne. Elle disparaît dans la procession pendant que la police cherche en vain. Pendant cette période, des alliés inattendus l'aident. Une religieuse de l'hôpital Molinette, sœur Giuseppina, apprend à Freda des techniques pour cacher des médicaments dans ses vêtements et sur son corps. Ces petits actes de collaboration créent le réseau qui soutient le mouvement. Et Freda n'est pas seule dans ce travail. Pour comprendre son importance, il faut comprendre la participation extraordinaire des femmes à la libération de l'Italie. Sur environ 250 000 partisans combattants de septembre 1943 à avril 1945, environ 35 000 sont des femmes reconnues comme des combattantes partisanes. 20 000 autres servent comme patriotes dans des rôles de soutien. Cela représente plus de 20% de la résistance, une proportion sans précédent pour tout mouvement d'Europe occidentale. Les chiffres racontent une histoire de sacrifice. 683 partisanes abattues ou tuées au combat, 1750 blessés, 4633 arrêtés et torturés, 1890 déportés dans des camps de concentration allemands. 16 ont reçu la médaille d'or de la valeur militaire, la plus haute décoration militaire d'Italie. Entre le 8 septembre 1943 et le 15 avril 1945, en moyenne 162 résistants italiens meurent chaque jour. Un taux de perte soutenu qui souligne la férocité de cette lutte. Les femmes servent principalement de stafettes aux coursières, le rôle le plus crucial dans les opérations partisanes. Généralement âgées de 16 à 18 ans, ces jeunes femmes transportent des messages, des armes, des munitions entre les groupes de partisans, voyageant à vélo, à pied, en bus et en train à travers les points de contrôle ennemis. Elles éveillent moins de soupçons que les hommes et développent des méthodes ingénieuses. Des femmes apparemment enceintes remplissent leurs vêtements de tracts et d'armes. Des messages se cachent dans les cadres de vélo ou les ourlets de robes. Certaines mémorisent des renseignements sensibles et les chantent comme des chansons plutôt que d'écrire quoi que ce soit. Elles sont les premières à entrer dans les villages, repérant la présence ennemie avant que les colonnes de partisans n'avancent. Mais les femmes combattent aussi dans des formations de combat. Le premier détachement de combattantes apparaît dans le Piémont au milieu de 1944. Certaines deviennent chefs d'équipe, dirigeant des brigades entières. Les femmes des Gruppi di Azione Patriottica, groupes d'action patriotique, urbains s'engagent directement dans la résistance armée, y compris des attentats à la bombe et des assassinats. C'est dans ce contexte que Freda obtient son grade de capitaine, non pas par symbolisme, mais par compétence sous le feu. 19 avril 1945. Le Comité de libération nationale appelle à l'insurrection générale. Les forces partisanes attaquent derrière les lignes allemandes alors que les armées alliées reprennent leur avancée. Bologna tombe le 21 avril. Libérés conjointement par des partisans, des forces italiennes et des troupes polonaises. Parme et Reggio Emilia sont libérés le 24 avril. Puis vient le jour qui change tout. Le 25 avril 1945 devient le jour de la libération. La date à laquelle le Comité de libération nationale proclame l'insurrection générale et ordonne à toutes les forces partisanes d'attaquer les garnisons fascistes et allemandes avec le cri de ralliement, se rendre ou mourir. Le comité assume le pouvoir civil et militaire au nom du peuple italien. À Milan, une grève générale commence 2 jours plus tôt. Ouvriers, femmes, étudiants, familles entières rejoignent les partisans dans un soulèvement populaire. Turin et Milan sont libérés par l'insurrection partisane avant l'arrivée des troupes alliées. Freda participe activement à la libération de Turin, l'aboutissement de 20 mois de lutte clandestine. Lorsque les forces alliées entrent dans ces villes, elles trouvent des drapeaux rouges, des drapeaux italiens, des drapeaux américains déjà flottants. La révolution a réussi. Le 27 avril, les forces partisanes arrêtent Benito Mussolini à Dongo, près de la frontière suisse, où il tente de s'enfuir déguisé en soldat allemand. Le lendemain, il est exécuté avec sa maîtresse. Leurs corps sont amenés à Milan et pendus par les pieds sur la Piazza Loreto aux côtés de 18 dirigeants fascistes exécutés. Exposés au même endroit où 15 antifascistes avaient été exhibés en 1944. Les forces allemandes capitulent officiellement le 2 mai 1945, mettant fin à près de 2 ans de combats acharnés. Le 19 mai 1945, Freda représente les femmes du nord de l'Italie au premier congrès national des femmes à Florence. Elle travaille déjà à garantir les droits des femmes dans l'ordre d'après-guerre. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure douloureuse. Malgré leur sacrifice, les femmes sont rapidement exclues des célébrations de l'après-libération. Celles qui sont autorisées à défiler dans les parades de la victoire sont placées à l'arrière. Elles s'entendent appeler les auxiliaires.
Elles sont rapidement démobilisées alors que les hommes reviennent du front et reprennent leurs emplois. Leurs contributions sont minimisées comme une résistance passive par rapport à la résistance armée des hommes, bien que la distinction soit fausse. Les femmes s'étaient battues et étaient mortes aux côtés des hommes. Une partisane a témoigné. Nonobstant que nous étions des épouses de partisans, nos maris étaient toujours dominants. Une autre a dit simplement, à la fin de la guerre, nous retournerons à la place que nous avions auparavant. La société n'était pas prête pour l'égalité que les femmes avaient goûtée. Pourtant, elles avaient gagné quelque chose d'irréversible. Comme l'a réfléchi une partisane, pour la première fois de leur vie, ces jeunes femmes pouvaient imaginer avoir des opinions et les exprimer. Une autre a déclaré, « Nous étions toutes des camarades, des amis. On faisait l'amour, et beaucoup. Nous étions aussi libres que les hommes. » L'expérience de la liberté ne pouvait pas être entièrement effacée. Et Freda Milian refuse d'être effacée. Elle reprend sa carrière d'enseignante immédiatement après la libération. Elle adhère au Parti socialiste italien en 1946. Elle est élue au conseil municipal de Turin en 1960, 1964 et 1970, entamant une carrière politique de 15 ans dans le gouvernement municipal. De 1966 à 1972, elle est adjointe à la santé et à l'assainissement. La première femme en Italie à occuper ce poste dans une grande ville. Elle applique ses principes de résistance à la politique de santé publique. Elle crée des dispensaires municipaux dans les zones périphériques pour les navetteurs et les travailleurs. Elle achète un asile psychiatrique pour créer des centres communautaires. Elle fait preuve d'une sensibilité particulière à l'éducation, aux enfants, aux immigrants, aux droits des enfants et des femmes. Sa philosophie politique est simple. Les décisions ne sont pas prises selon la bureaucratie normale, mais selon ma conscience et ma façon de voir. Elle occupe des postes supplémentaires pour les institutions culturelles et les travaux publics. Sa carrière politique se termine en 1975. Mais Freda ne prend pas sa retraite de l'activisme. Elle est conseillère municipale à Luserna San Giovanni, cofonde la consultation régionale des femmes du Piémont en 1976. Elle est présidente de la Commission européenne pour l'égalité des chances pour la région du Piémont. Elle reste active dans de nombreuses organisations de défense des droits des femmes tout au long des années 1980 et 1990. En 1965, 20 ans après la libération, elle prend la parole lors d'une conférence historique à la Galerie d'art moderne de Turin intitulée « Comme sono diventata partigiana » Comment je suis devenue partisane, aux côtés d'Ada Gobetti et de la sculptrice Carmelina Piccoli, l'un des premiers grands forums publics pour que les partisanes partagent leurs histoires. En 1998, pour son 80e anniversaire, la réalisatrice Adonella Marina réalise le film documentaire La combattante, avec Freda elle-même, préservant sa voix et son témoignage. Elle décède en février 2002 à Turin à l'âge de 85 ans, ayant passé 57 ans à traduire les valeurs partisanes en action politique. La Fédération nationale des enseignants nomme sa section de Turin en son honneur. Une rue de Turin porte son nom. Ses archives de 31 boîtes contenant 141 dossiers, plus de 250 photographies, des journaux intimes de 1933 à 1956, de la correspondance et des médailles ont été données à l'Institut piémontais pour l'histoire de la résistance, où elles sont toujours accessibles aux chercheurs qui veulent comprendre comment le fascisme a été vaincu. Car c'est ce que l'histoire de Freda Milian nous apprend. La libération n'est pas tombée du ciel. Elle n'a pas été apportée uniquement par des armées étrangères, bien qu'elles aient aidé. Elle a été gagnée par des professeurs de littérature qui sont devenus des capitaines, par des jeunes femmes qui transportaient des explosifs à vélo, par des mères qui cachaient des combattants dans leur maison, par des ouvriers d'usines qui organisaient des grèves sous la menace de mort. Elle a été gagnée par des gens qui ont compris que la neutralité face à l'injustice est une forme de complicité avec cette injustice. Quand les lois raciales ont été promulguées, Freda aurait pu se taire. Elle aurait pu garder son poste d'enseignante en se conformant. Elle aurait pu rester à la maison quand ses frères ont rejoint la résistance. Elle aurait pu se présenter à la caserne après sa libération au lieu de se teindre les cheveux et de continuer à se battre. À chaque point de décision, elle a choisi la conscience plutôt que la sécurité, l'action plutôt que le confort, d'être en première ligne pour que les généraux ne restent pas à l'arrière.